L'enquête sur le meurtre au sablier. Première partie. La poule rousse. Midi, 20h. Mercredi. Chapitre 1. Maury Walsh détestait les autopsies. Au bout de 30 ans de carrière, il aurait dû y être habitué, mais curieusement, chaque fois, c'était un supplice, le déballage d'un corps humain, la violation ultime de l'homme. Il ne le savait que trop bien. Martha Eversole avait été violée de façon encore plus profonde. Rien de ce que le pathologiste pouvait lui infliger ne comptait. C'étaient d'autres mains qui avaient causé ces horreurs. Walsh se tenait auprès de l'une des deux tables d'autopsie dans la salle spécialement ventilée de la morgue du comté de Los Angeles, une pièce réservée aux cadavres en décomposition. On avait déposé Martha Eversole dans un petit centre commercial abandonné du boulevard Sepulveda un mois auparavant, et la dépouille était en piteux état. Par chance, il n'avait pas plu. Le mois de janvier, début de la saison des pluies à Los Angeles, avait été sec, digne de septembre. Grâce à cette sécheresse inhabituelle, le corps avait été préservé. Au lieu de pourrir, il s'était momifié. La peau était tendue, tannée comme du cuir. Les tissus s'étaient dissous, mettant les os en relief. Le corps gisait mollement. La raideur cadavérique s'était depuis longtemps dissipée. Mince, coiffé d'un catogan, le médecin légiste s'appelait Sarandon. Moins excentrique que la plupart de ses collègues, il avait cependant la manie de chantonner des mélodies compliquées en pratiquant ses autopsies. Il semblait avoir une prédilection pour Bach. Debout en face de Walsh, il vérifia son matériel. Scalpel, ciseaux chirurgicaux, un instrument à longue lame surnommé couteau à pain et forceps. Tandis que son assistant s'affairait aux préparatifs, Sarandon allumait le micro suspendu au-dessus de la table et annonçait la date, le 31 janvier, avant d'entamer son introduction. Walsh ferma brièvement les yeux. Cette date, il la redoutait depuis la disparition de Martha Eversole, un mois auparavant. Sarandon inspecta le cadavre, découvrit des traces de ligature aux poignets et aux chevilles ant-mortem, précisa-t-il en montrant les rougeurs enflées autour des plaies. Rien de plus normal. À quoi bon ligoter une femme une fois qu'elle était morte? Martha Eversole était vivante quand on l'avait attachée. Elle était restée ainsi 4 heures exactement. Walsh en avait la certitude. Chantonnant un air de comédie musicale, Sarandon s'attarda sur les hématomes dans le cou. Ant ou post-mortem. Est-ce qu'on peut conclure à une strangulation manuelle? Demanda Walsh, qui connaissait d'avance la réponse. Sarandon hocha la tête sans quitter le cadavre des yeux. C'est possible, mais nous ne pourrons en être sûrs qu'après avoir étudié la trachée. Il retourna les paupières de la dépouille, décela de minuscules taches dans le blanc des yeux, signe d'hémorragie. Encore un indice qui fait pencher pour la thèse de la strangulation, mais ça ne suffit pas. Walsh acquiesça. L'étranglement manuel bloquait les artères de chaque côté du cou, mais laissait ouverte celle de la nuque. Le sang continuait donc de monter dans le cerveau sans pouvoir s'en échapper. Au fur et à mesure que la pression augmentait, les capillaires éclataient, produisant des bleus minuscules. Et le tatouage? S'enquit Walsh. Sarandon cessa un instant de chantonner. Vous ne l'avez pas vu? Sur le site, le corps était habillé. J'ai entendu le type de la DES parler d'un tatouage. Par DS, il entendait la division d'enquête scientifique. En effet. Attendez que je prenne quelques photos. Ensuite, je vous le montrerai. L'assistant de Sarandon prit une série de clichés en 35 mm. Puis, avec l'aide du médecin, il redressa le torse de Martha Eversole. Le corps glissa d'un côté, exposant l'épaule gauche et le tatouage. Post-mortem, déclara Sarandon, comme l'autre. La peau tout autour n'était pas rougie comme elle aurait dû l'être si l'on avait appliqué l'encre du vivant de la victime. L'appareil photo continua de chuinter. Les ventilateurs incorporés dans la table ronronnaient en harmonie avec ceux, plus puissants, installés dans le plafond.
Pour l'instant, il n'y avait pas d'odeur à chasser. Ça ne tarderait pas. Avant qu'on ne recouchât le cadavre, Walsh s'approcha pour inspecter le tatouage. C'était un sablier de couleur pourpre, de 8 cm de long, peint à la main. Walsh savait qu'il le trouverait quelque part sur le corps. Celui de Nicky Carter était gravé dans sa fesse droite. De toute évidence, le meurtrier au sablier se souciait peu de l'endroit où il laissait sa marque. Selon le DES, c'est sa signature, déclara Sarandon. Walsh se raidit. « Qui vous a dit ça ?»« Mon petit doigt. » Nous ne voulons pas que cette information se répande. C'est déjà assez ennuyeux que le public soit au courant du tatouage. « Avec moi, vous n'avez rien à craindre, » répliqua Sarandon. C'était la vérité. Cependant, Walsh jeta un coup d'œil méfiant en direction de l'assistant. Sarandon s'en aperçut. « Ça va, le rassura-t-il. Allons, Maury, ici, on est entre amis. » Walsh pensa à tous les cadavres sur les civières et les tables en métal qui emplissaient toutes les pièces, tous les corridors de la morgue. Entre amis? Entre morts, oui. Pouvez-vous arrêter le magnétophone 1 minute, s'il vous plaît? Sarandon fit signe à Raoul d'éteindre l'appareil. Dans les deux cas, le tueur a laissé un carton de format carte de visite sur lequel il avait inscrit en majuscule « Bienvenue au club des 4 H ». Sarandon fronça les sourcils. « Le club des 4 hookers ?»« Oui. Ça peut signifier n'importe quoi. Le club des 4 homicides. Le club des 4 putains. Ni l'une ni l'autre des victimes n'étaient prostituées. Pour un type comme celui-là, toutes les femmes sont des prostituées. » Ce n'est pas ça. Non. Qu'est-ce que tu proposes? Le club des 4 heures. Sarandon haussa un sourcil. Des 4 heures? À cause du sablier? Et alors? D'une part. D'autre part, il y a la montre. Les aiguilles étaient bloquées à 2h17, c'est-à-dire 4 heures à la minute près après l'enlèvement de Nicky Carter. À condition que les témoignages soient fiables. Je pense qu'ils le sont. Carter est entrée dans les toilettes aux alentours de 22h15. Elle n'en est jamais ressortie. C'est possible, mais une montre peut s'arrêter pour de multiples raisons. Il entreprit de couper les ongles d'Eversol, l'un après l'autre, les plaçant chacun avec soin dans une pochette séparée que Raoul s'empressait d'étiqueter. Supposons que le meurtrier l'ait mal ligoté, que Carter ait réussi à se libérer, qu'il l'ait jeté à terre, que sa montre se soit cassée. Vous n'avez noté aucune trace de lutte? D'ailleurs, la laisser s'échapper aurait été une erreur. Et alors? Et alors, selon moi, ce type ne commet pas d'erreur. Sarandon le dévisagea d'un air dubitatif avant de se remettre au travail. Autrement dit, vous croyez qu'il a volontairement cassé la montre avec les aiguilles à 2h17? C'est là qu'il l'a tuée. Et c'est la raison pour laquelle elle appartient au club des 4 heures. Le contenu de l'estomac correspond à ce délai. Voyons, Maury, toutes sortes de facteurs peuvent intervenir lors de la digestion. Nous ne pouvons pas savoir avec précision combien de temps Carter a été maintenu en vie. Vous avez estimé que le décès avait eu lieu 6 heures après son dernier repas, donc 4 heures après son enlèvement. Le mot-clé, là-dedans, c'est estimé. Je ne me doutais pas que vous me prendriez à la lettre. Tout concorde. Le sablier, la montre, l'allusion aux 4 H. Vous pensez qu'il a suivi le même schéma avec celle-ci? Walsh opina. Martha Eversole a été kidnappée dans une ruelle aux alentours de 20h30, alors qu'elle se rendait à une soirée du Nouvel An. À mon avis, elle est décédée à minuit 30, le 1er janvier. Bon, vous examinez la trachée, oui ou non? Comme il vous plaira. On ralluma le magnétophone et Sarandon reprit sa tâche en chantonnant. Walsh se fichait de l'opinion du médecin légiste. Par définition, ils étaient tous sceptiques. Il leur suffisait de tomber sur une vieille dame morte d'une crise cardiaque pour penser aussitôt au cyanure. Ils ne prenaient jamais rien pour acquis.
Walsh faisait davantage confiance à son instinct, et son instinct lui disait que chaque minute comptait. Ces hommes traquaient l'individu qui avait gravé un tatouage en forme de sablier dans la chair de chacune de ses victimes avant de l'abandonner sur un terrain vague où le cadavre pourrissait pendant des jours, voire des semaines. On avait d'abord retrouvé Nicky Carter dans un sac poubelle géant, en plein milieu d'un cimetière automobile à l'est de Los Angeles. Le corps de Martha Eversole était resté un mois entier dans la carcasse d'un petit centre commercial déserté. Walsh regarda Sarandon effectuer à l'aide de son couteau à pain une incision en forme de Y, allant des épaules au pubis. La décomposition était avancée, la puanteur, atroce. Walsh ravala une nausée. Sarandon enleva la peau et les muscles du torse de Martha, puis sectionna ses côtes à la scie. La plaque pectorale se détacha. Il la posa de côté. Il chantonnait un extrait du deuxième concerto pour piano de Rachmaninoff. Walsh reconnaissait l'air. Sa mère l'avait forcé à prendre des cours de musique quand il était petit. Les fluides se répandirent dans les gouttières de part et d'autre de la table. Raoul activa les robinets pour tout nettoyer. Sarandon entonna le thème de cabaret. C'était presque inconvenant, songea Walsh. Dans le jargon des médecins légistes, la procédure suivante était connue sous le nom de méthode Rokitansky. La technique consistait en une dissection du corps en partant de la gorge. Walsh était obligé d'y assister du début à la fin, au cas où quelque chose d'inattendu se présenterait. Mais c'était le coup qui l'intéressait. Il savait déjà que le meurtrier au sablier avait étranglé Martha Eversole. Il avait simplement besoin d'une confirmation. Sarandon sépara le larynx et l'œsophage du pharynx, puis se tut en se penchant sur la victime. « Fracture du cartilage cricoïde », prononça-t-il. « Strangulation », conclut Walsh. Sarandon hocha la tête. « Strangulation manuelle, comme pour la première. » Raoul prit la parole pour la première fois. « Aviez-vous le moindre doute ?» Walsh ne put s'empêcher de soupirer. « Non, aucun. » Sarandon se remit à chantonner en s'attaquant aux organes vitaux. Walsh l'observa sans un mot, en rêvant d'être ailleurs, loin de la morgue et de l'accompagnement musical du pathologiste, sur la plage de Zuma, par exemple, avec son équipement de pêche. Oui, ce serait bien. Sarandon poursuivit, et Walsh s'imagina en train de jeter sa ligne au loin. Après avoir plongé dans l'autopsie de Martha Eversole et découvert les sombres indices laissés par le meurtrier au sablier, comment pensez-vous que se déroulera le prochain chapitre? Quels nouveaux éléments ou révélations pourraient émerger et comment cela affectera-t-il l'enquête de Maury Walsh? Partagez vos idées et théories.